En Amérique du Nord, il y a un pays, les États-Unis, où l'esclavage a existé jusqu'à la guerre de sécession, donc jusqu'à la fin de cette guerre, jusqu'en 1865. Les esclaves vivaient, pour la grande majorité d'entre eux, dans des plantations, donc ils travaillaient à la terre. Il y avait une petite partie des esclaves qui travaillaient en ville, dans les villes du sud des États-Unis, comme la Nouvelle-Orléans par exemple. Il y avait beaucoup d'esclaves qui travaillaient comme artisans, qui travaillaient au port, comme dockers. On trouvait aussi des esclaves dans des mines, par exemple les premières mines de charbon dans les Appalaches. Les esclaves aux États-Unis voyaient beaucoup leur maître, contrairement aux communautés d'esclaves de la Caraïbe, où les esclaves parfois ne voyaient jamais le maître de leur vie et avaient très peu de relations avec le monde blanc en général. Aux États-Unis, le nombre d'esclaves a augmenté avec le temps, au XIXe siècle. Les esclaves avaient des enfants aux États-Unis et les maîtres avaient d'ailleurs intérêt à ce que ces enfants grandissent pour pouvoir les vendre ensuite, pour pouvoir gagner de l'argent avec. Du côté des États-Unis, il y a eu assez peu de révoltes parce qu'il y avait beaucoup de petites plantations, les esclaves étaient assez dispersés. Donc ce n'était pas facile de fomenter une révolte. La plus connue d'entre elles, la révolte de Nat Turner, cet esclave de Virginie, qui se révolte pendant l'été 1831 et avec un groupe d'esclaves, il tue environ une soixantaine de personnes avant d'être eux-mêmes arrêtés et exécutés. Nat Turner est exécuté en novembre ou en décembre 1831, mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de révoltes. Les résistances à l'esclavage, elles ont passé par d'autres biais, par exemple par la fuite, ça c'est une manière de résister à l'esclavage, ou bien par le sabotage des outils, par la destruction discrète des récoltes, des moyens plus réalistes que la révolte qui, aux États-Unis, semblait inéluctablement vouée à l'échec. L'abolition de l'esclavage aux États-Unis est le fruit d'une guerre qui a fait 600 000 morts, c'est la guerre de sécession. Les États du Sud ont fait sécession après l'élection de Lincoln, car ils ont peur que Lincoln abolisse l'esclavage. Mais ce n'est pas l'intention de Lincoln initialement. Et puis la guerre évolue, elle se durcit, elle devient de plus en plus violente. Et le but de guerre du nord des États-Unis devient l'abolition de l'esclavage et pas simplement la réunification du pays. C'est donc ce qui s'opère en 1865. Les esclaves ont joué un rôle très important, précisément, pendant la guerre de sécession, parce que si le Nord, vers 1863, décide d'abolir l'esclavage, c'est parce qu'il s'agit d'obtenir la participation active des esclaves. L'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'est un moment très très important, parce qu'il y a 4 millions d'esclaves. C'est un coup de tonnerre dans le monde lorsque l'on apprend que l'esclavage est aboli aux États-Unis. Alors, le premier droit civique, c'est l'abolition de l'esclavage et la citoyenneté qui est accordée aux anciens esclaves. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir des années 1880, les anciens propriétaires d'esclaves retrouvent progressivement du poil de la bête, si je puis dire, reviennent un peu au pouvoir dans les États du sud des États-Unis et vont mettre en place un système très rigoureux de ségrégation ainsi que de privation du droit de vote. De telle sorte que la citoyenneté, qui a pourtant été chèrement acquise après la guerre, s'est trouvée en quelque sorte vidée de sa substance parce que, tout en étant citoyens, les anciens esclaves ne pouvaient pas voter et étaient maintenus sous un strict contrôle dans les États du sud des États-Unis. C'est donc une sous-citoyenneté en fait, qui est mise en place à la fin du XIXe siècle. À partir de 1915, il y a un grand moment entre 1915 et 1925. C'est le moment d'ailleurs où une partie de la population noire quitte le sud des États-Unis. C'est des moments de grands changements avec aussi la croissance urbaine à ce moment-là. Et le Ku Klux Klan se développe au-delà du sud d'ailleurs des États-Unis pour redisparaître à nouveau à la fin des années 20 et réapparaître au moment du mouvement pour les droits civiques dans les années 50 et 60. Le Ku Klux Klan est une organisation blanche des États-Unis fondée en 1865. Ils prônent la suprématie de ce qu'ils appellent la race blanche sur les autres, notamment les Afro-Américains. Classée à l'extrême droite, elle défend des intérêts et préjugés des Américains blancs, traditionnalistes, racistes et xénophobes.
Responsable de violences envers la communauté noire, son but était d'empêcher les Noirs d'exercer leurs droits. Les enfants noirs et les enfants blancs ne vont pas dans les mêmes écoles. Dans les transports, ça se met aussi en place à ce moment-là, dans les années 1880. Les Noirs se mettent à l'arrière du bus, par exemple, ou dans des wagons réservés, dans les chemins de fer ou dans les tramways. Et puis ça se développe un peu partout, ça va jusqu'aux toilettes, par exemple, jusqu'au lavabo. Tout ce à quoi vous pouvez penser fait l'objet d'une séparation rigoureuse pour que les gens, surtout, ne se croisent pas, ne se mélangent pas. C'était la grande peur de l'époque. Et la ségrégation donc reste en place dans les États du Sud des États-Unis jusqu'aux années 60. Il faut un siècle après la guerre de sécession, une nouvelle révolution américaine, comme on l'appelle parfois, pour remettre en cause la ségrégation. Alors, la principale figure, celle qui est d'ailleurs la plus célèbre, c'est Martin Luther King, bien sûr, qui est un pasteur, donc c'est un homme d'église très, très célèbre, internationalement parlant aussi, puisqu'il est prix Nobel de la paix en 1964, 4 ans avant d'être assassiné à l'âge de 39 ans, et qu'il est la figure aussi qui est non seulement un grand orateur. Pensez à son discours I Have a Dream de l'été 1963, d'août 1963, un grand orateur qui sait admirablement mobiliser les références, les images religieuses, et mobiliser les foules, mais aussi un très bon organisateur, un homme politique très très avisé. Donc c'est la principale figure. Mais il y a aussi d'autres figures moins connues, localement parlant, dans les villes comme à Birmingham par exemple, comme à Mobile dans l'Alabama, comme à Atlanta, qui ont été des militants très très actifs, ainsi que les conseillers autour de Martin Luther King. Mais s'il y a une figure qui se détache très très nettement, c'est bien celle-là. Malcolm X, lui, est assassiné en 1965. Il a une postérité par la suite, c'est celle du Black Power, des Black Panthers, à partir de 1966, tandis que Martin Luther King, lui, qui est assassiné en 68, est sur des positions plus modérées de dialogue et de négociation avec le pouvoir politique. Dans le mouvement pour les droits civiques, il y avait beaucoup de militants blancs qui, d'ailleurs, s'engageaient de façon très très courageuse. Certains en sont morts, n'oublions pas. Dans les années 60, des militants blancs ont été tués dans le Sud. C'était dangereux de militer pour les droits civiques à cette époque où le Ku Klux Klan pouvait vous assassiner. Et s'en prenait particulièrement aux militants blancs, d'ailleurs, qui étaient en quelque sorte des traîtres, n'est-ce pas, qu'il fallait punir le plus sévèrement possible. Et donc il y a eu un engagement fort, y compris d'ailleurs un engagement de ceux qu'on appellerait aujourd'hui des people, des grandes vedettes de la musique, par exemple Bob Dylan, John Baez et beaucoup d'autres ont marché aux côtés de Martin Luther King dans les années 60. Donc deux grandes lois qui sont célèbres. D'abord la fin de la ségrégation en 1964 et le rétablissement du droit de vote qui avait été supprimé aussi à la fin du 19e siècle en 1965. Le mariage entre noirs et blancs, c'est une loi qui date de 1967. Alors les principaux, ce sont Kennedy entre 1960 et 1963 et Johnson qui lui succède après l'assassinat de Kennedy, donc entre 1963 et 1968. Johnson en particulier a été le grand artisan des lois de 64 et 65. Mais ces présidents, surtout Johnson d'ailleurs, ont agi parce qu'ils étaient sous pression du mouvement pour les droits civiques. Donc ils ont agi, mais encore une fois, sous pression d'un mouvement puissant, populaire et bien organisé. Depuis les années 1980, alors il y a toute une histoire, on parlait plus volontiers de black dans les années 60-70, on parlait aussi beaucoup de negroes, de nègres littéralement. Dans les années 60, Martin Luther King parlait de negroes, donc lui-même en parlait, ça n'était pas un terme péjoratif, et puis le terme de black s'est imposé. Ensuite le terme plutôt afro-american, quelque chose comme ça, et puis maintenant on parle beaucoup de African American. On fait allusion là à une origine, des ancêtres lointains, le continent africain. Donc c'est une forme aussi de valorisation des racines africaines lointaines
une forme de fierté aussi culturelle, de fierté ethnique, pourrait-on dire aussi, qui est sous-entendue par l'utilisation du terme African American. Il y a en effet depuis 2013 un mouvement qui est un mouvement de contestation très forte contre les violences policières. Un certain nombre de jeunes noirs ont été tués par la police dans différentes villes des États-Unis, comme à Baltimore par exemple, à Chicago et ailleurs. Et donc ça a donné naissance à un mouvement de protestation, le mouvement Black Lives Matter, qui est bien organisé, très présent sur les réseaux sociaux, avec quelque chose qui ressemble à un nouveau mouvement pour les droits civiques. Et la présence d'Obama à la Maison-Blanche n'est pas indifférente d'ailleurs à ce mouvement, dans la mesure où précisément c'est parce que Obama, on attendait quelque chose d'Obama que les gens se mobilisaient. L'arrivée au pouvoir de Trump risque de faire retomber les choses parce que personne n'attend rien de Trump. C'est un président profondément raciste, profondément hostile au monde noir américain. Et donc là, il y a un contraste très fort avec la présidence Obama. Donc c'est un renouveau d'un mouvement de protestation contre les violences qui sont faites et d'une manière générale contre les inégalités qui persistent de manière si forte dans l'accès au travail, dans l'accès aux soins, dans les écoles, etc. Être noir et être blanc aux États-Unis, c'est vraiment pas la même chose. Et beaucoup de gens, surtout des noirs bien entendu, protestent contre cette situation.